Donc, comme il a été dit, la thématique générale de notre groupe, Ars Industrialis à Marseille, c'est qu'est-ce qu'on fabrique ensemble, hein, c'est sous forme de questions. Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble? Et l'initiative a été proposée et lancée de constituer une coopérative de savoir. Voilà. Avec l'idée que le monde change très vite, peut-être qu'il mute, et que dans cette mutation, il faut être prêt à organiser certaines activités, et que pour être prêt, il faut des concepts. Voilà, il ne suffit pas d'avoir de l'énergie, il faut avoir des concepts, il faut être intellectuellement très prêt. Donc c'est un groupe qui se réunit régulièrement, mais avec certains espaces-temps entre les différentes assemblées. C'est un groupe qui réfléchit sur technologie et organisation, donc c'est des thématiques qui te parlent, et notamment sur le numérique et une éventuelle économie de la contribution, en sachant que sur Internet, chacun est amené à contribuer d'une certaine manière, et donc on peut poser les questions technologiques en termes économiques et sociaux. Alors, de manière factuelle, depuis septembre 2014, il y a eu plusieurs ateliers. Donc, il y a eu une séance avec Olivier Landau sur l'économie contributive et les nouvelles formes de production. En octobre 2014, c'était repenser les rapports art-industrie. En décembre 2014, avec l'école des Beaux-Arts de Aix-en-Provence, avec Jean-Paul Ponto, Bernard Stiegler a été présent sur plusieurs jours sur la thématique du contrôle. Et il a proposé un art de l'hyper-contrôle. En mars 2015, on a eu une réflexion sur à nouveau la contribution avec des perspectives fiscales. C'était avec Emmanuel Vergès et Arnaud Delépine. En avril 2015, Michel Bowens était avec nous et on s'est interrogé sur la valeur, donc de la valeur de la crise au partage. Donc il nous a exposé différentes activités, expériences auxquelles il participe. Et donc on s'est interrogé sur la question de la valeur, qu'est-ce qui fait valeur. En janvier 2016, on s'est ouvert à la sociologie, donc on a invité Paul Bouffartig sur les perspectives du salariat. Voilà. Et depuis, on a engagé un travail sur le vocabulaire, et notamment sur les communs, parce que les communs, c'est une longue histoire, mais c'est pas forcément une littérature, une réflexion qui est connue de tous. Et donc, on essaie de constituer un vocabulaire sur les communs en lien avec la question de la valeur. Et dans un dialogue avec qu'est-ce que le singulier, qu'est-ce que la singularité en société, soutenue par des technologies qui tendent vers le collectif. Alors, si vous avez pris un peu de temps pour lire un des textes de Jean Benoît, vous vous êtes rendu compte que, alors par exemple celui-ci, hein, le plus court mais très dense, c'est la musique à l'heure d'Internet, du patrimoine au commun. Vous vous êtes rendu compte qu'il couvre assez bien nos interrogations. Hein. Moi je trouve que ça couvre plusieurs domaines qui nous intéressent. Alors Jean Benoît, il est chercheur CNRS en économie. Il était nanterrois, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Il était à Nanterre, puis à Marseille. Il a conduit des travaux en économie industrielle sur les réseaux. Hein. C'est un spécialiste d'économie des réseaux, des standards technologiques. Hein. Autrement dit, des accords entre opérateurs industriels et économiques qui s'entendent sur des manières de réaliser, de proposer des produits. Spécialiste d'économie régionale aussi. Voilà. Et très tôt, il a travaillé sur l'économie du logiciel. Je pense que tu es un des premiers en France à avoir travaillé sur l'économie du logiciel. Alors, j'ai trouvé quelques dates. Hein. 1984, tu avais travaillé sur les multinationales de l'électronique. 1998, l'influence sociale dans les phénomènes de diffusion, exemple du câble et du fax en France.
et 2001, l'économie du logiciel libre avec Dominique Fauré, je crois. Bon. Et puis, bon, tu as conduit des travaux sur la propriété intellectuelle avec Fabien Orsi, qui aurait pu être avec nous, mais c'est reporté. Bon, donc, tu as tout un ensemble de travaux variés, mais qui convergent sur une réflexion qui est assez précise. Alors, pour en revenir au commun de manière rapide, hein, parce que Jean-Benoît va le faire beaucoup mieux que moi et il aura du temps pour cela. Les communs, c'est une longue histoire, mais en fait, c'est une conceptualisation récente. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des communs, mais je m'y intéresse depuis très peu de temps, en fait. Une des réflexions intéressantes sur les communs, c'est que ça relie les formes de propriété et les questions d'efficacité économique. Hein. Donc c'est Ostrom qui a mis en évidence cela à propos de communs fonciers. Hein. Donc c'est les communs, hein, ça fait penser dans une première approche peut-être naïve à collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que ces formes collectives peuvent être très efficaces et parfois beaucoup plus efficaces que des formes de propriété privée avec certaines exclusivités. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder les communs. Je m'inspire de celle de Benjamin Correa qui fait une partition entre trois manières d'envisager les communs. Alors, il dit, hein, une première manière à laquelle il adhère, c'est celle d'Ostrom depuis le milieu des années 80. Les communs, c'est trois choses. C'est une ressource avec un système de droit de propriété attribué à des ayants droit. Et ces droits sont garantis et protégés. Et troisième chose, les communs, c'est des commoners, donc c'est des personnes actives dans une assemblée productive. Et il existe une structure de gouvernance qui permet aux personnes actives de développer la ressource et d'en tirer une activité. Alors, il y a l'expression faisceau de droits sur laquelle on va revenir. Et puis ces droits, alors, il y a une diversité de droits. Hein. Il y a des droits d'accès, des droits de prélèvement sur la ressource, il y a des droits de gestion de la ressource, des droits de cession, d'usage, etc. Et à partir de Strom, on peut faire la différence entre commun et bien commun. Hein. Alors Correa dit que si on a uniquement la ressource et le système de droit, on a un bien commun. Lorsqu'on a peut-être une autogestion, hein, de la ressource, donc les trois éléments pris ensemble, on a un commun. Voilà. Alors il y a deux autres manières d'aborder les communs qui sont assez bien développées. Hein. Alors la seconde, c'est dans la lignée du logiciel libre, c'est tout ce qu'a fait Richard Stallman et Laurence Lessing, dont tu parles dans un de tes papiers. Ces licences qui permettent de réutiliser et qui fixent des droits de diffusion. Hein. Autrement dit, on peut dire que c'est de la propriété hackée. Hein. Voilà. Et donc ça ouvre à différentes modalités très pratiques sur lesquelles tu vas revenir et qui permettent de faire vivre les communs. La troisième manière qu'on n'abordera peut-être pas ce matin, c'est l'école italienne, ce que Correa appelle l'école italienne, qui s'intéresse au bien commun, qui est plutôt axée sur l'eau, l'air, les parcs, les bois, les places, les montagnes, etc. Avec l'exemple de l'Acqua Bene Communo, qui délivre, alors je ne sais plus dans quelle municipalité, Naples. Hein. Les premiers mètres cubes sont gratuits pour les utilisateurs. Et donc là, on s'intéresse au bien commun en posant que pour ces biens, la nature impacte le bien-être de larges communautés, hein, qui sont des ressources naturelles et puis des utilisateurs, des participants. Voilà. Hein, donc c'est une première approche assez grossière, mais qui permet de fixer un peu les choses. Si tu permets, juste une petite remarque. Je pense effectivement la troisième partie
ne va pas l'aborder aujourd'hui, d'autant plus que c'est plutôt sur le bien commun, on est plutôt sur les communs. Les communs, c'est aussi, ça implique un travail, hein, il me semble, les communs. Du bien commun au commun, il y a une modalité de travail qui produisent des communs. Cette séance arrive aussi après une journée de travail qui avait eu lieu au TGP Jean-Philippe en janvier 2016, qui était commun et puissance publique, où il y avait déjà eu une sorte une journée de réflexion sur les communs comme mode de production. Il était intervenu Carlo Vercellone, Benjamin Correa et aussi Michel Bowens qui avait participé à une expérience à Bologne qui avait été passée de les communs dans la ville à la ville comme commun. Donc c'est aussi sur ces modes organisationnels et sur ces niveaux d'instances qui produisent des communs, qui sont formateurs de communs, et comment ces modes d'organisation produisent aussi du commun. Donc tout ça, moi, qui débarque aussi sur le sujet, me paraît être une boucle qui est aussi difficile à appréhender, difficile à démêler, et c'est un peu sur ces modalités organisationnelles qu'on réfléchit ensemble dans ce groupe. Voilà, c'est juste pour dire qu'on va se limiter à commun et pas bien commun, qui me paraît être encore un autre sujet. Tout à fait. Bon, alors juste un petit peu, alors tout à fait, je ne serais pas capable de parler de bien commun, notamment au sens de ce que Benjamin appelle l'école italienne, même si je connais à la fois leur action, puisqu'il y a eu toute une action, le travail juridique aussi qui est tout à fait essentiel aussi dans leur approche, et puis les travaux plus conceptuels et plus de réflexion qui ont été menés, notamment le rapport Vercellone et compagnie, et puis aussi les travaux de Lucarelli. Mais donc c'est effectivement, moi je suis plus sur les communs. Je vais faire une toute petite précision aussi par rapport à la présentation que Claude a fait de mon parcours. D'abord, je te remercie d'avoir montré la cohérence de mon parcours, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est assez éclectique, et en fait, il y a effectivement une cohérence. Mais je rajoute quand même que ce qui a été aussi le fil conducteur, c'est que je me suis intéressé à des stratégies, en fait, à des stratégies d'acteurs industriels depuis le départ, et à des politiques industrielles de la part des États. Et en fait, partant avec des allers-retours permanents entre la théorie et le travail empirique, je me suis intéressé effectivement en premier lieu à l'industrie informatique. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur le logiciel. Très très tôt, je me suis intéressé à l'industrie informatique avec Michel Delapierre à Nanterre et avec Louis-André Gérard Varret, à cause duquel je me suis finalement retrouvé à Marseille d'ailleurs, pour le rejoindre ici. Et là-dessus, on a fait effectivement des travaux qui étaient aussi des travaux théoriques, notamment on avait travaillé sur le concept de produit informatique, et qui a été aussi un support conceptuel qui a alimenté mes travaux et des travaux d'autres chercheurs aussi, et qui est toujours effectivement présent un peu en filigrane d'un certain nombre des réflexions que je peux avoir. Alors, une deuxième précision aussi, et c'est comme ça que je me suis intéressé en fait au logiciel, ou plutôt aux questions de propriété intellectuelle du logiciel, parce que je vous expliquerai effectivement ce qui s'est passé, pourquoi la propriété intellectuelle du logiciel, et m'étant intéressé à ça, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature à l'époque là-dessus, puisque c'était début des années 90. En fait, à la fin des années 90, j'ai été contacté par des gens de Télécom Bretagne, où je connaissais depuis longue date Godefroy Nguyen, qui m'a dit « Ah, il y a des jeunes qui sont en train de monter un séminaire de recherche pour parler du logiciel libre. Ils aimeraient bien t'inviter pour que tu viennes leur parler, que tu interviennes. » Je ne savais pas du tout ce que c'était le logiciel libre à cette époque-là, en 98, je l'avoue.
J'ai dit, ah bon, je ne sais pas ce que c'est le logiciel libre. Alors, il m'a expliqué en 2 mots, il ne savait pas encore très bien non plus lui ce que c'était. Mais il m'a dit, mais viens, parce que il faudrait que tu leur parles de la propriété intellectuelle du logiciel. Donc je suis allé à Brest, et puis voilà, j'ai trempé le doigt dans ce monde-là, et après j'en suis jamais ressorti. Et c'est comme ça que j'ai effectivement rencontré, tu as cité Dominique Forêt avec qui j'ai publié là-dessus, mais j'ai publié aussi avec d'autres co-auteurs, et notamment avec Nicolas Julien, qui à l'époque était doctorant, était ingénieur doctorant à Télécom Bretagne, et qui faisait sa thèse là-dessus. Et depuis, on a énormément, on a beaucoup travaillé ensemble, on travaille toujours ensemble d'ailleurs actuellement sur Wikipédia, et puis on a beaucoup publié. Et alors, notre but, c'était, parce que ça a été le premier numéro, ce qui est sorti de ce premier colloque a été un numéro spécial de la revue Terminal, à laquelle Bernard participe également, qui était sur le virage marchand, en fait. On s'interrogeait sur le fait qu'il y ait un virage marchand dans l'économie du logiciel libre, enfin dans le logiciel libre, et ça, bon, j'en reparlerai un petit peu. Et donc on voulait comprendre un peu pourquoi c'était ce virage marchand traduisait un ou des business models qui pouvaient donner une viabilité économique au logiciel libre et à une certaine forme d'industrialisation du logiciel libre. Et donc on s'est intéressé vraiment à ce modèle, à essayer de contribuer avec une littérature qui s'est beaucoup développée dans les années 2000, on a essayé d'amener notre contribution à comprendre les fondements de ce ou de ces business models. Et donc, quand on a eu l'impression de comprendre, on s'est dit, allons voir vers d'autres domaines. Je ne me posais absolument pas la question des communs à ce moment-là, mais on se disait, il y a quelque chose, il y a peut-être un noyau conceptuel intéressant à essayer d'analyser, d'approfondir et de comprendre si dans d'autres pans de l'économie ou de la société plus généralement, est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir aussi des choses qui fonctionnent avec des fondements assez similaires. Donc on avait pensé au vivant, parce qu'il y avait déjà tout le débat sur les questions d'appropriabilité et de brevetabilité du vivant. Et donc on est allé voir Fabienne, parce qu'on connaissait ses travaux notamment autour du médicament et des questions de propriété intellectuelle dans le domaine de la santé et du médicament, et en lui disant, écoute, est-ce qu'on pourrait voir ensemble s'il y a un modèle qui serait assez proche. Donc on a commencé à réfléchir là-dessus, on s'est aperçu que les choses étaient très complexes, et on avait un projet de publication qui n'a jamais vu le jour, parce qu'on s'est heurté effectivement on s'est aperçu qu'il fallait vraiment aller beaucoup plus loin pour réfléchir à ça. Alors, et ça a mené à quand même quelques travaux, puisqu'on a notamment avec Fabienne, on a publié deux papiers, dont un récemment sur les médicaments antipaludéens. En fait, on s'est intéressé à la question ce qu'on appelle les ACT, des combinaisons à base d'artémisinine, qui sont le golden standard aujourd'hui pour la lutte contre le paludisme, et qui était dans une situation assez particulière par rapport à la propriété intellectuelle, puisque il n'y a pas de brevet sur les molécules, en fait, contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans les trithérapies pour le VIH, où les brevets sont détenus par des acteurs indépendants les uns des autres, et ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir des combinaisons à dose fixe. Et ça, c'est effectivement une question qui est très importante, et du coup, ça nous a amené à essayer de penser la problématique autour de ces médicaments, alors même qu'il n'y avait pas de propriété intellectuelle, et donc de voir comment c'était géré, parce qu'on parlait beaucoup de bien public mondial à ce moment-là, et de voir comment ça s'était géré par rapport aux différents niveaux d'acteurs impliqués dans cette problématique de lutte contre contre le paludisme, sur la base de ces thérapies à base d'artémisinine. Voilà, bon, je termine la parenthèse.
Mais c'est intéressant de voir effectivement comment on s'est aperçu qu'il y avait des passerelles qui existaient mais qui étaient souvent complexes entre des domaines. Et donc la difficulté à raisonner un peu tout ça. Et là-dessus, le travail qu'on a fait sur l'artémisianine a pris place dans un cadre de réflexion collective et globale qui était autour d'un projet ANR qui a été piloté par Benjamin Corria et qui était justement sur à la fois j'ai le bouquin ici d'ailleurs, ça a donné lieu à une publication collective, donc le retour des communs, la crise de l'idéologie propriétaire, avec l'idée qu'il y avait une remontée très forte de la volonté de durcir les questions de propriété intellectuelle, alors même que il y a un mouvement, il y a une espèce de dialectique dans le monde entre l'émergence d'idées collaboratives autour de ce que de plus en plus on commence à appeler les communs. Il y a 10 ans, peu de monde en parlait, mais aujourd'hui, ça devient dans toutes les bouches. Il n'y a qu'à écouter un peu en filigrane un certain nombre de discours autour de l'élection présidentielle. On trouve ce mot qui revient de manière assez récurrente dans la bouche de certains des candidats. Et puis en même temps, au contraire, un durcissement des régimes de propriété intellectuelle qui témoigne d'une volonté de verrouiller, au contraire, le partage, notamment le partage de la connaissance. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé dans le cadre de cette étude qui s'appelait Propice, de ce projet ANR, on s'est beaucoup intéressé aux questions de ce qu'on a appelé les communs intellectuels par opposition communs intellectuels ou communs de la connaissance par opposition aux communs fonciers qui sont au cœur de l'œuvre d'Elinor Ostrom. Voilà, donc ça c'était juste pour faire un petit cadrage global. Excusez-moi de prendre du temps pour ça, mais je pense que ça cadre à la fois ma position par rapport à ce champ de recherche, et puis en même temps, effectivement, ma vision du monde des communs qui tourne autour de l'idée qu'à la fois il y a quelque chose de commun dans tout ce monde-là, dans tout cet univers immense, et qu'en même temps c'est un univers très complexe et qu'il faut faire attention d'aborder avec prudence pour pas faire des transferts de concepts de manière un peu trop rapide d'un monde à l'autre. Il faut effectivement, on parlait de singularité, il faut aussi comprendre la singularité des situations, mais l'aborder comme étant aussi un concept partiellement unificateur me semble quelque chose de très intéressant, et je continue à travailler aussi dans ce sens-là. Voilà. Et puis, juste une toute petite précision, je ne suis pas du tout un spécialiste d'économie régionale, mais par contre, j'ai beaucoup travaillé sur les rapports entre industrie et territoire. Et ça, c'était effectivement, partant des stratégies industrielles, je me suis intéressé au territoire, je me suis intéressé aux stratégies des entreprises vis-à-vis des territoires et comment les territoires pouvaient de ce fait réagir à l'égard de ces stratégies. Et donc, du coup, je me suis rallié à un groupe de pensée qu'on appelle quelquefois l'école française de la proximité, auquel je participe, qui existe depuis 25 ans maintenant, et auquel je participe. Et le croisement avec les communs, d'ailleurs, est quelque chose qui revient de manière intéressante. Bon, voilà, mais je ne veux pas trop m'éloigner de mon sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est que, après ce petit propos liminaire, je vais quand même encore rester un petit peu introductif pour revenir sur les questions de problématiques des communs. Et donc, la première chose, en fait, donc, resituer un petit peu de manière plus précise les choses là-dessus. Alors, d'abord, effectivement, c'est qu'on en parle, mais c'est pas nouveau. Ça remonte à très longtemps. Les références, et même la référence, c'était essentiellement dans les Highlands, mais pas uniquement. Les prés communaux au Moyen-Âge, et on verra d'ailleurs comment ils ont cette pratique qui était de partager les terres, notamment pour faire paître les bêtes, a été arrêtée je n'entrerai pas dans les détails, mais parce qu'on a appelé le mouvement des enclosures, qui s'est étalé sur plusieurs siècles.
Donc ça, c'est la référence en général dans la littérature sur les communs. Ensuite, c'est les prés donc, qui étaient gérés par des communautés, en fait, des communautés villageoises. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, là, donc, il s'agit effectivement d'une ressource foncière, mais quand on parle de commun de la connaissance, c'est pas nouveau non plus. Alors, je cite volontiers les travaux, parmi beaucoup d'autres, les travaux de Allen, qui a montré notamment comment au XIXe siècle, à Cleveland, non pas aux États-Unis, mais en Grande-Bretagne, qui était une des régions phares dans le développement de la sidérurgie, les entreprises sidérurgiques, qui n'étaient pas des grosses entreprises à l'époque, on n'avait pas encore ni Usinor ni Mittal, partageaient en fait très volontiers leur savoir en ce qu'il s'agissait d'améliorer la technologie des fours et là aussi la technologie notamment des cheminées et des rejets des fours. Et en fait, ils partageaient ce savoir quand ils trouvaient des moyens d'améliorer l'efficacité et d'innover. Ils partageaient volontiers ce savoir entre des entreprises qui étaient concurrentes en fait, mais parce qu'ils se rendaient très bien compte qu'en étant il y avait une logique don contre don avant l'heure autour de ça, et qui faisait que en partageant avec leurs concurrents locaux, ça les rendait plus forts vis-à-vis du reste du monde, et notamment du reste de la Grande-Bretagne. Et donc il y avait déjà l'idée d'une ressource commune qui était une ressource de savoir qui était partagée au sein d'une communauté, de la communauté de ces entrepreneurs sidérurgiques dans la région de Cleveland. Et puis autre exemple aussi fameux dans la littérature économique et d'économie industrielle, c'est Marshall, qui est le fondateur de l'économie industrielle et qui a étudié ce qu'on a appelé les districts industriels, qui étaient donc dans des formations de petites, en général de petites et moyennes entreprises, dans des cadres. Alors ça a été beaucoup repris ensuite par les Italiens dans les années 80. Et qui montrait comment dans ces organisations industrielles, il y avait aussi beaucoup de partage de connaissances, d'une culture commune, et qui faisait qu'il n'y avait pas d'enclosure précisément entre les entreprises en ce qui concerne la connaissance et les pratiques et les savoir-faire, et qu'au contraire c'était des choses qui circulaient largement dans ces communautés à travers les hommes qui étaient mobiles d'une entreprise à l'autre, à travers les familles ou les clans qui permettaient de discuter de manière informelle et de se donner les bonnes recettes, et à travers même éventuellement des formes plus institutionnelles qui étaient des cadres plus ou moins formels du partage. Voilà. Donc ça, les exemples fourmillent, donc c'est pas nouveau, et il y a déjà cette différence entre des communs fonciers et des communs de la connaissance qui va jouer un rôle très important. Alors, les fondements d'un concept, alors d'abord, effectivement, ça remonte en général, on fait toujours référence à ce qui s'est passé en Angleterre au Moyen-Âge, mais c'est parce que ça s'est passé à bien d'autres endroits, évidemment, dans bien d'autres pays, mais c'est parce qu'il y a des théoriciens qui se sont intéressés, et des historiens aussi en Grande-Bretagne qui se sont intéressés à ce qui s'y est passé. Et donc cette mise en commun autour de systèmes de coopération et de communautés d'administration, cette mise en commun des pâtures a été stoppée. Donc je l'ai dit, ça s'est fait au cours de plusieurs siècles, mais principalement au XVIIe siècle, et qui a donc ce mouvement, il y a plusieurs mouvements des enclosures qui ont consisté à réimposer, à casser cette mise en commun des prés pour retourner à de la propriété privée, et avec des limites foncières qui cette fois-ci seraient matériellement définies avec des haies. Alors on va voir quels étaient les arguments derrière ça. C'est pas simplement des arguments de rapport de force, mais il y avait aussi un certain nombre de fondements derrière ça. Alors souvent dans la littérature, certains auteurs considèrent que c'est vraiment l'acte de naissance du capitalisme
avec les premières propriétés privées et les moyens de production. Alors, donc, première leçon qui me semble importante autour de ça, c'est le fait qu'au cœur de ce changement autour des enclosures, il y a la notion de propriété privée qui s'oppose à celle de droit d'usage. Et donc, ça, c'est vraiment un premier point qui me semble très important pour essayer de comprendre cette dualité qui n'est pas entre propriété privée et propriété commune, parce qu'il peut très bien y avoir, on verra, des communs avec de la propriété privée, ça ne s'oppose pas nécessairement, mais c'est une façon de concevoir le rapport entre propriété et droit d'usage. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on va retrouver quand on parlera dans les exemples que je donnerai autour du logiciel ou des Creative Commons. Alors pourquoi ça a pu se mettre en place, les enclosures? Là encore, je suis très schématique. On retrouve en fait dans les débats à l'époque, on retrouve 4 grands types d'arguments. D'abord des arguments qui sont fondés sur la dimension juridique. Il y avait effectivement de la propriété privée. Il y avait de la propriété privée qui était liée à effectivement des potentats locaux qui avaient la propriété des terres, qui voulaient reprendre leur exclusivité sur cette propriété des terres, et dans une situation d'un monde dans lequel la notion de cadastre n'existait pas. Donc on ne pouvait pas dire « ceci est à moi » parce que c'est écrit et parce qu'il y a des documents qui le prouvent. Donc il fallait recréer physiquement, pour eux, réclamer l'exclusivité de la terre, c'était aussi créer des frontières physiques qui montraient là où était leur terre. Deuxième raison qui a été beaucoup mise en avant, c'était une raison naturelle, c'est-à-dire notamment il y avait l'idée qu'il y avait des bêtes errantes qui menaçaient les troupeaux. On retrouve toujours une problématique un peu du même genre, d'ailleurs à propos des loups aujourd'hui, dans les alpages, où il n'y a pas d'enclosure dans les alpages aussi. Et donc il y a effectivement aujourd'hui tout ce problème autour du retour des loups qui fait que très souvent on parle aujourd'hui de remettre des fermetures, de clôturer à nouveau des prés d'alpage pour protéger contre les bêtes errantes, contre les loups en particulier, ou contre les ours aussi dans les Pyrénées. Donc il y avait déjà cette problématique qui existait et puis qui permettait aussi de parquer les animaux, de savoir à qui appartenait tel animal et d'éviter aussi que les animaux se dispersent. Et puis, troisième raison environnementale, parce qu'il y avait effectivement, comme dans beaucoup d'endroits, on a pu évoquer le fait qu'il y avait des questions d'érosion liées aux pluies et que le fait de mettre des haies qui étaient assorties aussi de fossés le long de ces haies, ça permettait effectivement de résoudre ou de mieux maîtriser les problèmes d'érosion des sols. Et puis bien sûr il y avait, c'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là, c'est qu'il y avait un marché de la laine qui commençait à être en pleine extension, et donc il y avait une volonté des gens qui avaient le pouvoir économique de tirer parti de cette opportunité et donc de pouvoir mettre en place une exploitation intensive des terres qui passait aussi par le fait de permettre d'avoir des stratégies d'assolement, donc de pouvoir permettre que les terres se régénèrent par la pratique de l'assolement. Donc c'est aussi, c'est pas simplement les vilains encloseurs, mais il y a aussi des raisons qui sont des raisons tout à fait rationnelles derrière. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'il y en avait qui avaient des terres, il y en avait qui n'en avaient pas. Or, avant, c'était partagé au niveau des communautés villageoises, et d'un seul coup, effectivement, les gros propriétaires fermaient leurs terres, et donc ça a entraîné une paupérisation d'une grande partie de la population, y compris des gens qui avaient leur maison qui avaient construit leur maison sur des parcelles qui désormais n'étaient plus accessibles pour eux et qui perdaient jusqu'à leur maison. Et donc il y a eu effectivement beaucoup de révoltes et ça a été un grand problème politique dans le Royaume-Uni au XVIIIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe siècle.
Alors, je saute au moins de 200 ans et j'arrive au débat contemporain. Alors, pourquoi les économistes, en fait, c'est toujours resté, c'est quelque chose, un sujet qui est toujours resté un petit peu sous-jacent dans la littérature, mais en fait, véritablement, le débat dans la littérature économique, il naît à partir d'un article de Garrett Hardin qui paraît dans Nature en 1968, et donc qui s'appelle la tragédie des communs. Et ce que met Garrett Hardin en avant, qui est pas inintéressant, mais c'est ses conclusions qui seront remises en cause 30 ans plus tard par Elinor Ostrom. Qu'est-ce que je dis, 40 ans plus tard? Enfin, non, parce que les premières publications d'Elinor Ostrom, ce n'était pas au moment de son prix Nobel, mais elles seront très connues à ce moment-là. C'est l'idée qu'il y a un dilemme social, et ça on va le retrouver un peu systématiquement dans la notion de commun. C'est vraiment un deuxième point qui est très important, cette idée qu'il peut y avoir divergence entre intérêt individuel et intérêt collectif. Alors, on comprend bien, ça, Garrett Hardin se positionne du côté de l'économie standard, avec une méthodologie d'individualisme, un individualisme méthodologique de l'individu rationnel et calculateur. Et donc il faut le reprendre dans cette idée-là, et donc ça veut dire que l'intérêt individuel, ça peut amener des comportements opportunistes, c'est-à-dire je n'ai pas intérêt à participer à l'effort collectif parce que rien ne me prouve que les autres le feront. Et même si on me dit que tout le monde va participer, le problème c'est que rien ne me prouve que les autres le feront. Donc si je ne le fais pas, je vais contribuer, les autres vont profiter de ma contribution et eux-mêmes ne pas contribuer parce que ce sera déjà meilleur pour eux. Et donc en fait finalement à l'arrivée, plus personne ne contribue. Et c'est ça le résultat du dilemme. Alors ce faisant, et puisqu'il y a des comportements opportunistes, ces comportements opportunistes, ils amènent à un épuisement de la ressource. Alors là, l'épuisement et la dégradation de la ressource, l'exemple type, c'est par exemple la pêche au thon. La pêche au thon, tout le monde a intérêt à pêcher le plus possible de thon, surtout s'il y a une demande très forte, notamment du côté du Japon. On a intérêt à pêcher du thon parce que je vais gagner beaucoup d'argent. Et comme demain, je ne sais pas s'il y aura encore des thons, autant gagner aujourd'hui, et j'ai une préférence pour le présent, donc je surexploite la ressource parce que la ressource demain n'existera peut-être pas. Et si je dis « Ah mais non, c'est pas bien, parce que c'est totalement immoral de faire comme ça, puisque en surexploitant la ressource, tu es en train de la détruire », je dirais « Mais oui, mais si je ne le fais pas, si moi je suis... un bon citoyen, les autres ne le seront, les autres, eux, profiteront de cette situation, et donc c'est eux qui la surexploiteront à l'arrivée. De toute façon, la ressource disparaîtra, donc tant qu'à faire, autant que j'ai ma part de gâteau. Donc c'est ça, finalement, qui est au cœur du dilemme social, et on voit bien que c'est quelque chose qui est complètement fondamental, l'autre chose qui est intéressante là-dedans, c'est que, l'autre leçon, c'est que ça mêle pas simplement les droits, ou les comportements vis-à-vis de la ressource, mais ça amène aussi une question qui est sur le rapport du présent au futur. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans des tas de domaines. Là, je m'éloigne de la connaissance, encore une fois, mais on parlait de biens communs sur lesquels on ne va pas rentrer, mais quand même pour signaler que quand on parle, par exemple, du réchauffement climatique ou de questions de pollution, on est aussi dans ce rapport entre le présent et le futur. Et je pense que c'est au rapport Stern qu'on doit le mérite d'avoir bien mis l'accent sur le fait que les modèles économiques qui étaient utilisés jusque-là étaient des modèles économiques qui intègrent une préférence pour le présent à travers un taux d'actualisation, mais que finalement le niveau qu'on fixe de ce taux d'actualisation va changer profondément le rapport au futur, c'est-à-dire parce qu'en général on considère des taux d'actualisation, c'est-à-dire si j'ai 1 euro, est-ce qu'il est préférable, si j'ai 1 euro
aujourd'hui, est-ce que je préfère, dans quelle mesure je préfère avoir 1 euro aujourd'hui plutôt que demain? Et donc, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des taux d'actualisation qui sont fondés sur le fait que ce 1 euro que j'ai aujourd'hui, je vais pouvoir l'utiliser soit de manière spéculative, soit de manière productive, et que donc, il me rapportera plus qu'1 euro demain. Et donc, et puis compte tenu des effets éventuellement de dévaluation, combien je serai riche demain d'avoir eu cet euro dès aujourd'hui. Ce sera un supplément, et ce supplément va générer un taux d'actualisation. Or, si on parle... Excuse-moi, le taux d'actualisation, tu peux expliquer pour tout le monde oui, simplement comment... Eh bien, c'est-à-dire que ce taux d'actualisation, mettons s'il est 10%, c'est-à-dire que si on me dit ben non, l'euro tu l'auras que demain, je fais simple, hein, si on dit l'euro tu ne l'auras que demain, et que le taux, enfin demain mettons c'est à l'année, hein, c'est T+1 en général de manière théorique, si on me dit un taux d'actualisation de 10%, ça veut dire que demain, ben, si on me le donne que demain, cet euro, par exemple j'ai vendu ma maison, mais on me dit ah ben non mais il faudra... je pourrais te la payer que demain, avec un taux d'actualisation de 10%, eh bien, ça veut dire que demain, on me donnera 1,10 €. Il y aura des intérêts, c'est l'équivalent des intérêts. Hein. Donc ça va exprimer, plus généralement, une préférence pour le présent. Plus le taux est élevé, plus ça veut dire que je vais tenir compte de l'avenir dans mon calcul. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire aussi que... alors, il y avait déjà des travaux qui existaient depuis les années 60, notamment sur ce qu'on appelait la valeur d'option. C'est-à-dire qu'en fait, dans la valeur d'option, il y avait l'idée de ne pas... qu'est-ce que je suis prêt à payer aujourd'hui pour pouvoir avoir le choix demain entre différentes opportunités. Par exemple, si je choisis... le fer contre la route, ou la route contre le fer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va y avoir des effets d'irréversibilité. Je vais investir dans des autoroutes, on a fait ça dans les années 60-70, j'investis massivement dans des autoroutes, ça veut dire que je vais désinvestir parce que je ne peux pas à la fois avoir des camions qui circulent sur les autoroutes et des trains qui font du ferroutage. Donc il y a eu des choix différents. Si on regarde la France ou la Suisse, par exemple, il y a eu des choix complètement différents. Donc il y a des effets d'irréversibilité quand on fait des gros investissements. Donc, si on veut préserver, alors là, c'est des effets qui sont purement d'irréversibilité, mais économique. Ça veut dire qu'effectivement, si on veut préserver les choix, ça va coûter davantage. Si je veux demain, si j'investis dans les autoroutes et que demain je dis mais non, il faut faire du ferroutage, ça va avoir un coût, parce que ça va avoir un coût d'un investissement qui n'aura pas été rentabilisé. Donc il y a déjà cette notion qu'on retrouve dans l'idée de valeur d'option. L'idée de valeur d'option, ça a été beaucoup utilisé aussi dans les choix de type énergétique. Ça a été utilisé, bon, à l'époque, il n'y avait pas les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui, mais de savoir notamment si on faisait dans le nucléaire ou si on continuait à faire des centrales thermiques. Ça a été beaucoup utilisé dans ces moments-là. Et aujourd'hui, il y a, et notamment ce qui est ressorti beaucoup dans les débats récents autour du réchauffement climatique, c'est que l'idée va beaucoup plus loin. Et elle est autour de l'idée de qu'est-ce que c'est que cette terre qu'on va livrer aux générations futures. C'est-à-dire de tenir compte du bien-être des générations futures dans nos calculs aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Donc ce rapport au temps, il est constant en fait finalement dans une très grande partie des débats économiques, mais dans la notion de commun, c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Donc on va retrouver toujours cette notion d'ailleurs, donc j'anticipe un peu sur le reste, mais on va retrouver cette notion de rapport au futur dans les communs, et dans les communs fonciers, ça va être essentiellement la préservation de la ressource. Pour pouvoir continuer à exploiter cette ressource demain, dans quelle mesure je suis obligé de consentir des coûts supplémentaires aujourd'hui ou de limiter ce que je peux tirer de la ressource de manière à pouvoir préserver cette ressource. C'est la notion de ressource renouvelable tout simplement qui est passée dans le langage général. Bon, donc ce dilemme social, et en face de ça, que répond Harding ? Harding répond avec les théoriciens de l'économie standard en disant la solution c'est le marché en fait. Parce que si on met les gens, on pose des droits de propriété, c'est les droits de propriété et le marché. On pose des droits de propriété et à partir de là,
le marché va permettre de réguler l'utilisation de ces droits de propriété. Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi, mais par contre, vous pouvez vous échanger ces droits. C'est pour ça qu'il y a un marché. C'est l'idée d'échanger les droits. Parce qu'on pourrait d'emblée avoir des modes de régulation autoritaires en disant « toi, tu as le droit de pêcher tant de thon, toi, tu as le droit de polluer de telle manière, ou toi, tu as le droit d'extraire tant d'eau de la... » et puis à envoyer la police pour vérifier. Et puis l'autre façon que mettent en avant les économistes standards, c'est de dire non, il faut laisser la liberté aux gens parce que ce n'est pas nécessairement l'optimum. Donc on le calcule à partir on fait un calcul qui va nous permettre de dire comment se répartissent ces droits, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de droits qui soient alloués. Et ensuite, laissons les agents échanger entre eux. Et ça va amener à des équilibres optimums. Ça, c'est ce que disent les théoriciens standards. Et donc, ça a amené notamment l'idée du marché du carbone, le marché des droits à polluer. Le marché des droits à polluer, ça fait que on les répartit, mais finalement, quelqu'un peut dire, tiens, j'innove, j'ai envie de pouvoir utiliser moins mes droits à polluer. C'est pas par philanthropie, mais par contre, comme je vais innover et je vais utiliser moins mes droits à polluer, je vais pouvoir les vendre à quelqu'un qui, lui, aura besoin soit de produire davantage, soit simplement de faire moins d'efforts pour moins polluer. Et donc, il va y avoir cette idée qu'il y a un marché, et qui dit marché, ça dit qu'il y a des prix de marché. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui distribue les droits à polluer qui fixe les prix, mais c'est le marché lui-même qui, à travers ces échanges, va déterminer quelle est la vraie valeur. Voilà. Ça, c'est la vision qui ressort de chez M. Harding. Donc, on est vraiment dans un système de pensée qui est profondément capitaliste et qui est fondé sur ces droits individuels et sur l'individualisme méthodologique. Alors, la réponse, c'est Elinor Ostrom. Les travaux d'Elinor Ostrom qui sont effectivement sur les biens de nature foncière. Et elle a travaillé notamment en Californie. Elle a observé de manière très très empirique qu'il y avait des communautés qui exploitaient collectivement des biens communs, et notamment, par exemple, elle a regardé comment des gens autour d'un lac étaient capables de convenir entre eux de droits et de modes de fonctionnement et de règles pour exploiter ce lac, à la fois ne pas épuiser les ressources de poissons, ne pas polluer le lac de manière